la violence a pour propriété principale de mettre le brouillard dans la tête des victimes, mais aussi des accompagnants, qu'ils soient professionnels ou pas, même très chevronnés. Donc voilà, être bien au clair sur la différence entre un conflit et une violence. Parce qu'il peut y avoir des victimes qui ne donnent pas nécessairement envie d'être accompagnées et on n'a pas toujours tout envie de les serrer dans nos bras et de les sauver. Parfois certaines sont déroutantes, voire nous découragent, etc. Et donc on peut se dire, mais finalement, est-ce qu'elle n'y met pas aussi un peu du sien pour être victime? Est-ce qu'elle aussi, elle ne serait pas un peu agressive? Il y a des décisions de justice qui montrent ça aussi. Donc quand il y a conflit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en démocratie, qu'on va être en fait respecté dans son intégrité. Les deux personnes qui sont en relation, ça peut être deux femmes, deux hommes, bien sûr, mais on rentre en relation, voilà. Et donc il y a une égalité, un équilibre. Et chacun a des droits, personne n'a peur de l'autre, et à la fin du conflit, peut-être que grâce au débat, il y a eu une évolution des points de vue, et puis personne n'est obligé de renier à son intégrité pour que ça se résolve. Quand on est dans de la violence, vous voyez qu'une des deux personnes est complètement niée. Elle n'est plus un être humain pour l'agresseur, elle est mise en position d'objet, et là on est plutôt dans quelque chose de dictatorial, de grands déséquilibres, de pouvoir, d'emprise, etc. Avec les mêmes moyens en fait qu'un régime de dictateur, c'est-à-dire de la propagande, de la désinformation, de la mauvaise information, de la terreur, etc. Donc l'ONU explique ça très bien, hein, la violence, processus de domination au cours duquel l'un des deux installe et exerce une emprise sur l'autre. Et comment il fait? Il utilise la tromperie, la séduction, les menaces, et de façon cyclique. Comme elles nous disent, il est tellement gentil quand il n'est pas méchant, et c'est pour ça que ça installe cette emprise, et que ça provoque chez les victimes une ambivalence qui n'est pas leur trait de personnalité, qui est vraiment une ambivalence post-traumatique, c'est un symptôme post-traumatique. Et donc il va l'intimider, la punir, ça c'est un mot d'agresseur, hein, l'humilier, la maintenir dans des rôles stéréotypés liés à son sexe, lui refuser son autonomie, notamment sexuelle, sa dignité, voilà, son intégrité. Et puis, en ébranlant sa sécurité personnelle, Marie-France Cadalis, qui est dans la salle, est convaincue que parmi les personnes qui roulent très très dangereusement sur la route, il y a beaucoup de conjoints violents, parce qu'elle nous le raconte, ça, beaucoup vont faire des choses très dangereuses sur la route pour faire peur à madame et aux enfants qui sont co-victimes. Donc voilà, ce que dit l'ONU, c'est que c'est l'attaque de l'identité du conjoint victime qui fait que c'est vraiment très spécifique, les violences conjugales, et que ça provoque de la terreur, de la perte d'autonomie, avec un risque d'homicide important. Donc ça, vous devez le garder en tête. Les femmes qui sont en manque d'autonomie, soit persistants, soit qui n'ont pas de rapport avec leur statut socio-économique, si vous trouvez que c'est louche, que ça cloche, par exemple si elle est arrivée en France il y a 3 mois et qu'elle ne sait pas parler le français, ça paraît logique. Si ça fait 3 ans ou 6 ans, à qui profite ce manque d'autonomie persistant? Pas à elle. Hein. Si vous allez vous installer au Japon, c'est compliqué d'apprendre une langue dont on ne partage pas l'alphabet, mais au bout de 6 ans, bah, voilà, vous aurez envie d'en savoir plus qu'en arrivant. Donc se poser cette question-là. Et donc si un jour vous êtes troublé par une situation, essayez de dessiner ces 2 petits cercles pour arriver à penser, parce que c'est ça que la violence nous empêche de faire. Et le problème, c'est que le système maltraitant, le système agresseur, il infiltre les relations soignant-soigné ou accompagnant-accompagné. Et donc, il n'y a pas que la victime qui est effractée dans ses ressources, il y a aussi les accompagnants s'ils ne sont pas formés et s'ils n'ont pas le temps de penser, des temps d'analyse de pratique, juste de discussion en équipe, etc. Et l'injonction au silence, elle peut être vraiment très brute de décoffrage, tais-toi, avec des mots très vulgaires, ou alors la main sur la bouche, ou quelque chose qui empêche de crier. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux, ça peut être la personne qui, après une nuit, une soirée de fête, vous avez raté le dernier métro, vous dit reste dormir sur le canapé, voilà. Au milieu de la nuit, vous vous réveillez, la personne est en train de vous violer. Et puis, le temps, donc là, il y a la sidération, il y a l'incompréhension, il y a la douleur physique, il y a la douleur psychique, etc. Le temps de revenir à vous, vous avez subi un viol. Généralement, la première chose que les victimes font, c'est de prendre une douche, parce que c'est un réflexe pas du tout adapté à la médecine légale, mais très adapté à la survie de l'être humain à ce moment-là. Et puis, quand vous revenez, il a préparé un petit café chaud, il a fait réchauffer des petits croissants dans son four. Et là, vous vous dites, non, un violeur, il fait pas ça.
et puis le lendemain matin, il vous ramène chez vous parce que c'est quand même vachement plus pratique en voiture qu'en transport. Et là, vous vous dites, bah non, c'est pas ça. Moi, une fois, j'avais une patiente où il lui a dit comme ça, vraiment le même scénario, et elle n'avait pas pu venir à la soirée avec son petit ami parce qu'il était en déplacement professionnel, et ce petit ami s'appelait Mathieu, c'était le meilleur ami du violeur, et il lui a dit, t'inquiète pas, je dirai pas à Mathieu que tu l'as trompé avec moi. Et puis, quand vous mettez en place beaucoup d'actions d'aide, etc., ne pensez pas que les agresseurs ou l'agresseur va rester tranquillement à attendre que ça se passe. Il va vraiment travailler la victime pour qu'elle change d'avis. Donc il va, d'une part, nier la violence ou la minimiser. Et là, plus c'est gros, plus ça passe. On a tout entendu. Bah, c'est pas si grave, je t'ai juste cassé un bras. T'en as pour 3 semaines de plâtre. Tu vois que c'est pas si grave. Donc tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça soit vraiment grave? Et puis, il va inverser la responsabilité. Si tu n'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas frappé. Regarde ce que tu m'obliges à te faire. C'est comme quand elle se scarifie. C'est la main de qui est en train de lui faire du mal? C'est pas sa main à elle, c'est la main de l'agresseur qui, symboliquement, a repris le pouvoir sur elle. Et voilà, donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Et donc, c'est un phénomène d'emprise auquel il est compliqué d'échapper seul. Elle a besoin de votre soutien. Et donc, ça va vous aider de comprendre que c'est tout à fait normal qu'une personne dépose plainte et retire sa plainte 2 jours après. Elle n'est pas ambivalente. Elle a des symptômes d'ambivalence post-traumatique.